Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un chapitre d'histoire, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Petite précision, les vidéos d'histoire comme celles que l'on a déjà fait prennent énormément de temps en montage, et avec la réforme du bac qui va rendre inutile beaucoup de nos vidéos, on peut pas se permettre de mettre des mois à sortir des vidéos qui seront regardées qu'un an, j'espère que vous comprenez. Donc c'est une synthèse, ça remplacera pas un vrai cours en classe, etc. Vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, on espère que cette vidéo pourra vous aider, vous, les derniers de l'ancien bac. Bon, pour ce chapitre, il faut bien garder en tête l'importance du rôle de l'historien. Ça fait un peu partie de l'angle d'attaque du sujet, et c'est notamment avec ça que vous pouvez lancer votre introduction, en parlant de la démarche de l'historien, en quoi elle est nécessaire dans un contexte comme celui de l'occupation. Pour cela, il ne faut pas oublier que la vérité historique n'est pas quelque chose de figé, elle peut évoluer, voire même être réfutée. Dans une société démocratique, le travail de l'historien est d'autant plus indispensable qu'il doit lui permettre de regarder son passé en face. Cette vidéo sera découpée de manière très logique, on aura deux grandes parties, et dans chaque partie un grand A avec 3 sous-parties, et un grand B avec 3 sous-parties. Pour mémoriser c'est mieux, ça permet de ne pas oublier un aspect majeur. Donc on commence avec la première partie, Mémoire et mémoire de la guerre de 1945 à 1969, qu'on abordera à travers une problématique, pourquoi existe-t-il plusieurs versions de l'occupation? Grand A, la mémoire officielle, la glorification d'une France résistante. Le mot-clé à retenir, c'est celui du mythe résistentialiste. Ce mythe donne l'image d'une France héroïque et majoritairement résistante. C'est une vision fausse, partielle et rassurante, avec une image positive des Français pendant la guerre. Cela permet de ne pas s'interroger sur les responsabilités de chacun et de maintenir l'unité nationale. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. À partir de 1947, avec le début de la guerre froide, deux mémoires de la Seconde Guerre mondiale vont s'affronter. 1. La mémoire gaulliste. La résistance, c'est De Gaulle, c'est la France, donc la France, c'est la résistance. Ça, c'était dans un discours d'André Malraux, le ministre de la Culture dans les années 60. Pour la mémoire gaulliste, il s'agit d'effacer de la mémoire collective des Français les aspects traumatisants et sombres de la guerre. On élude notamment la défaite de 1940, le régime de Vichy, la collaboration et la division des Français. L'objectif est de mettre en avant une France résistante, unie derrière De Gaulle, qui a permis à la France d'être vainqueur du nazisme. De Gaulle considère le régime de Vichy comme une parenthèse. Pour lui, seule une minorité de Français y ont participé, et ce n'est pas représentatif. Il refuse, à son retour en France en août 1944, de proclamer la République au motif qu'elle n'a jamais cessé d'exister à travers la France libre. Si De Gaulle est autant mis en avant, c'est parce qu'il représente la résistance à lui seul. Il a été le premier à entrer en résistance et a su réunir sous son autorité la résistance intérieure et extérieure de la France libre. Paris délivré par son peuple. Dès 1944, De Gaulle minimise le rôle des Alliés dans la libération de la France, insistant sur le fait que Paris et la France entière auraient été libérés par les Français. 2. La mémoire communiste. La victoire du prolétariat face au nazisme et à Vichy. La mémoire communiste s'oppose à la mémoire gaulliste et célèbre la résistance intérieure contre Vichy. Les gaullistes accusent les communistes d'être restés neutres, immobiles, avant printemps 42, et les communistes veulent gommer la période 39-41 pendant laquelle l'alliance entre Hitler et Staline a écarté le PC de la résistance active contre l'occupant nazi. Pour faire oublier cette période, les communistes se placent en martyrs en se donnant le nom du « Parti des 75 000 fusillés ». En réalité, on compte 25 000 exécutés, toutes tendances politiques confondues. Le PC veut se présenter comme le principal, voire le seul représentant légitime de la résistance. Le PC dénonce la compromission des élites traditionnelles bourgeoises avec la collaboration et inscrit la résistance dans la lutte des classes, avec les ouvriers en tête de la lutte contre les occupants nazis. Le PC a ses propres héros, comme Guy Môquet, fusillé à 17 ans. Grand B des mémoires refoulées. 1. La mémoire des soldats de 1940. La défaite de 1940 a entraîné la détention de 1,8 million de soldats français en Allemagne. Ces soldats sont la preuve vivante de l'humiliation du pays. Ils sont mal aimés et l'opinion préfère les ignorer. Cependant, il y a des morts militaires pour la France. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Le souvenir de ces soldats morts en 1940 est hanté par la défaite. On construit très peu de monuments aux morts et les noms sont ajoutés sur ceux de la Première Guerre mondiale. A contrario, on commémore les débarquements alliés et on crée même des cimetières militaires en Normandie. Il y a aussi les requis du STO, le service du travail obligatoire,
créé en 1943, qui oblige les Français à venir travailler dans les entreprises allemandes. Ils sont oubliés car ils incarnent la lâcheté et une certaine forme de collaboration. On oublie aussi les malgré nous, ces Alsaciens et Lorrains considérés comme ariens et engagés de force dans l'armée allemande, la Wehrmacht. Ils ne seront reconnus comme victimes du nazisme qu'en 2010. 2. Mémoire des Juifs et des Tziganes, le grand silence. Au lendemain de la guerre, la spécificité du génocide juif n'est pas reconnue. Les Juifs sont assimilés aux autres déportés, on ne fait pas la différence entre camp de concentration et camp d'extermination. Cette indifférenciation est visible dans le documentaire Nuit et brouillard de Alain René, sorti en 1955. En outre, les survivants juifs sont assez rares en France, à peine 2500 sur 75 000 déportés. Ils ont des difficultés à se faire entendre des Français qui veulent oublier les heures sombres et la guerre. Et il y a malgré tout un fort sentiment d'antisémitisme qui subsiste chez les Français. 3. La mémoire vichiste, restaurer l'honneur du maréchal Pétain. La période de Vichy est passée sous silence au lendemain de la guerre. Mais la droite fait son retour sur la scène politique à partir de 1947, à la faveur de la guerre froide, avec une poussée de l'anticommunisme. Elle met en avant la mémoire du maréchal Pétain, qui a été jugé mais gracié à cause de son grand âge. Robert Harron, historien, développe le mythe du bouclier et de l'épée. Pétain aurait été le bouclier, protégeant la France des Allemands, résistant tant qu'il pouvait aux pressions nazies en maintenant un État indépendant, tandis que De Gaulle aurait été l'épée, en organisant la résistance extérieure, libérant la France avec l'aide des Alliés. Harron développe aussi la thèse du bon Pétain, qui aurait joué un double jeu. Il aurait collaboré avec les nazis en apparence, mais résisté en sous-main, face au mauvais Laval qui va jouer le rôle du bouc émissaire. La droite revient au pouvoir en 1951. Elle vote 2 lois d'amnistie, en 51 et en 53, qui libèrent la plupart des personnes emprisonnées après la guerre, les anciens collabos. Et certaines personnalités de Vichy retournent ainsi à la vie politique. Nous passons à la deuxième partie, la mémoire revisitée, le syndrome de Vichy. Pour cette partie, notre problématique sera la suivante. Comment et pourquoi l'opinion a-t-elle été amenée à revisiter l'histoire de la France occupée? Il s'opère en tournant dans les années 70, pour 3 raisons. Il y a la mort du général de Gaulle, un affaiblissement du Parti communiste, et aussi ça fait 25 ans que la guerre est terminée, les jeunes veulent comprendre, et cette nouvelle génération conteste la version officielle. Grand A, Vichy, un passé qui ne passe pas. 1. Une autre vision de Vichy, le rôle des médias dans le réveil de l'opinion publique. En 1971, sort au cinéma Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. C'est un documentaire tourné en 1969 sur la vie quotidienne pendant l'occupation dans la région de Clermont-Ferrand. Ce film montre bien le caractère illusoire du manichéisme avec des interviews de Français engagés dans les Waffen-SS. Le documentaire Le chagrin et la pitié montre que la résistance est minoritaire, les Français sont majoritairement pétainistes et l'antisémitisme est assez répandu. Il va provoquer de très vives polémiques et sera interdit de diffusion à la télévision jusqu'en 1980. En novembre 1971, Pompidou accorde la grâce présidentielle à Paul Touvier, ancien chef de la milice et accusé de crimes contre l'humanité. Cette décision crée un scandale dans la presse. Au début de 1972, Pompidou justifiera son acte en invitant à la réconciliation nationale, à l'oubli et au pardon. Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? 2. Quel est le vrai visage de la France? Le travail des historiens. En 1973, paraît la traduction de l'ouvrage La France de Vichy de l'historien américain Robert Paxton. Son travail est original puisqu'il se sert d'archives allemandes. Il montre que le régime de Vichy a volontairement pris des initiatives de collaboration avec les Allemands et de répression contre les Juifs. Le mythe du bouclier explose, la France a été en vérité le pays le plus pillé. Paxton montre que les Français, par leur passivité, permettent que les Juifs soient déportés. Ce livre a un énorme retentissement. À la fin des années 70, la thèse d'Harron est réfutée et celle de Paxton est enseignée à l'école. Paxton va ainsi provoquer une multiplication des travaux des historiens français sur la période de Vichy. Ces travaux montrent que la réalité de l'occupation est très complexe. La grande masse de la population n'a été ni résistante ni collabo. Les travaux des historiens sont tout de même rendus compliqués par la loi sur les archives sensibles. Il est difficile, voire impossible pour les historiens d'avoir accès à certains fonds d'archives. 3. Une relecture de la résistance montrant la complexité des faits et des attitudes.
Dans les années 90, on ose attaquer la résistance. On l'accuse. On met en avant la trahison concernant la dénonciation de Jean Moulin. On accuse même ce dernier d'avoir été un agent du KGB. Cela pousse Daniel Cordier à sortir de son silence. Ancien secrétaire de Jean Moulin, il était en possession de toutes ses archives et va devenir le meilleur historien à son sujet avec le livre Alias Caracalla, Caracalla étant le nom de code de Jean Moulin. À cette époque, on met aussi en avant les conflits entre les hommes et les différents mouvements de résistance. Non seulement entre les différents mouvements intérieurs, mais aussi entre la résistance intérieure et extérieure. Tout cela modifie la vision d'une résistance unie et héroïque. La résistance est démystifiée. B. Le réveil et l'affirmation de la mémoire juive. 1. La prise de conscience du génocide juif. Un élément est réellement déclencheur de cette prise de conscience. C'est, en 1961, le procès de Eichmann en Israël. Eichmann est le superviseur de la solution finale. Pendant le procès, les juifs du monde entier sont invités à témoigner. Il y a alors une prise de conscience de la planification, de la spécificité de leur extermination. Cette élimination est appelée Shoah, catastrophe en hébreu. Ce procès provoque le réveil de la mémoire juive qui dénonce alors l'antisémitisme du régime de Vichy. En 1964, la loi déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Cette loi encourage les associations juives à se mobiliser pour que les responsables de la déportation soient jugés. À partir de 1978, apparaissent les premières théories négationnistes, notamment celles qui nient l'existence de la solution finale et des chambres à gaz. Le négationnisme décide les survivants de la Shoah à raconter leur expérience concentrationnaire. Ces témoignages vont être recueillis dans un documentaire, Shoah, de Claude Lanzmann. 2. Que la lumière soit faite, que la justice soit rendue. L'avocat Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés juifs en France, va mettre la main en allant chercher dans les archives et les tribunaux sur de nombreuses preuves qui accablent le régime de Vichy. Il est aidé par sa femme, Beate. Le couple est à l'origine des grands procès comme celui de Klaus Barbie, c'est lui et ses services qui ont interrogé Jean Moulin, ou encore de René Bousquet, qui prend la décision de rafler les femmes et les enfants juifs. Les Français, grâce à ces procès très médiatiques et à la multiplication des travaux d'historiens, prennent conscience de l'implication du régime de Vichy dans le génocide juif. 3. La reconnaissance officielle des crimes de l'État français, un acte de repentance. En 1990, la loi Guessot interdit de nier l'existence des crimes contre l'humanité. Jean-Marie Le Pen sera condamné pour ses propos négationnistes. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En 1993, il y a la mise en place de la journée commémorative des persécutions racistes et antisémites. Dans un discours, Jacques Chirac reconnaîtra les fautes du régime de Vichy comme celles de l'État français. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Un mémorial de la Shoah est inauguré à Paris en 2005 par Chirac, avec les noms des 76 000 juifs morts déportés. Depuis les années 90, les lieux de mémoire des persécutions antisémites se multiplient. Conclusion, la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est désormais de plus en plus dans l'histoire, et tout en conservant d'immenses enjeux politiques et éthiques, elle se libère des enjeux liés aux acteurs survivants et politiques actifs. Aujourd'hui, la recherche est facilitée depuis qu'une circulaire de 1997 de Lionel Jospin ouvre aux historiens toutes les archives publiques relatives à la période 40-45. Les historiens se sont pour la plupart montrés réticents devant les appels au devoir de mémoire, estimant que leur rôle est de comprendre et d'expliquer, et non de commémorer. Ce n'est pas aux hommes politiques, qui ne sont pas spécialistes et subissent des pressions des différents groupes mémoriels, d'écrire l'histoire, mais à l'historien de chercher, à partir de sources multiples, la vérité des faits. On peut maintenant faire des dons en regardant simplement des pubs sur Tipeee, alors si vous voulez nous donner un coup de pouce, vous pouvez aller y faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner, on a plein de projets pour l'avenir, en éducation, mais pas que, alors à bientôt sur YouTube. Les hommes sont mauvais, les hommes sont bad, je vais devenir lesbienne.